Buonasera a tutti, merci d'être fidèles à Riwicht et aux commentaires de mes confrères Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Salut. Guillaume Padova de Corse Matin. Voilà. Bonsoir à vous. Et Jérôme Paoli de Parole de Corse. Bonsoir Jérôme. Et messieurs, merci à tous les trois de votre assiduité. Alors cette semaine, pas besoin d'être grand clair pour savoir de quoi nous allons parler. Enfin, nous aurions dû commenter la visite de Gérald Darmanin. Eh bien, ce sera son annulation qui vous fera disserter, messieurs. Un entretien téléphonique entre Gilles Simeoni et le ministre a suffi à convaincre ce dernier de ne pas mettre les pieds en Corse pour l'instant. La situation créée après le nouveau refus de mise en liberté de Pierre Alessandre risquait en effet de dégénérer. Alors maintenant, tout le monde en appelle au président de la République. On écoute les réactions. Je proposerai que se réunisse la délégation des élus de la Corse qui participent aux réunions de Paris pour que nous cherchions à prendre une position commune. Et puis il faut aussi que ce temps soit mis à profit pour que le ministre de l'Intérieur, le gouvernement et l'État aient une parole publique forte. Il faut situer au juste niveau les questions que l'on pose. Il y a des questions qu'on peut poser à un ministre de l'Intérieur, il y a des questions qu'on doit poser à un Premier ministre, il y a d'autres questions qu'on doit poser, me semble-t-il, au président de la République. On sait tous que la question des prisonniers politiques, que la question de la réforme constitutionnelle, que la question du transfert, non pas simplement de compétences ou de prérogatives, mais de pouvoir, implique un arbitrage présidentiel. Alors avant de revenir sur cet appel au président de la République, est-ce qu'il a eu raison, Darmanin, de ne pas venir, Yvon ? Oui, il a eu raison parce qu'il allait trouver sans doute de l'agitation, sans doute des manifestations qui ne sont jamais bonnes dans le cadre de discussions qui sont entamées. Et puis, nous le disions juste avant, ni Gilles Simeoni ni Gérald Darmanin n'avaient intérêt, tous les deux, à ce que ça se passe comme ça. Darmanin joue sa carte personnelle aussi sur le dossier Corse. Alors, il n'a pas intérêt à échouer, en tout cas, pas échouer en se cassant la figure. On sait les ambitions qu'il a dans quelques années. Il prend son temps. Oui, il prend son temps et surtout dans cette affaire-là, il n'avait aucun intérêt en tant que ministre de l'Intérieur se trouver en Corse avec les risques au niveau de la sécurité que cela posait, parce qu'on sent bien que notamment les jeunes sont chauds pour redescendre dans la rue. Donc Gérald Darmanin a profité de l'occasion. En plus, ça se fait en accord avec Gilles Simeoni, c'est ce que écrit le ministère de l'Intérieur. Donc d'un commun accord, ils ne prennent pas de risques et ils renvoient à plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas prêt de le revoir, puisque on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, dans les prochains jours. On sent quand même que la tension monte en une semaine et n'est pas retombée une semaine après le rejet de la demande. Je dis, on n'est pas dans la situation de mars quand même. On n'est pas dans la situation de mars, mais on pourrait l'être. Enfin, rien ne permet de dire qu'on... Il n'y a pas Gordon non plus. Il n'y a pas Gordon, mais bon, il y a une décision qui a été incomprise de tout le monde. Et donc, ça peut créer les mêmes causes, produisent les mêmes effets, souvent. Non, mais c'est sûr qu'avec l'émotion qu'il y a eu par rapport à Ferrand, c'était pas le moment. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est à plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir Noël, que c'est qu'on réentame les discussions quand ? Et là, on a l'impression que c'est retombé, quoi. Après, l'essentiel n'est pas la visite de Gérald Darmanin. L'essentiel, c'est la poursuite du processus. C'est la discussion. La prochaine réunion est prévue début novembre. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer qu'elle aura lieu. Alors, justement, Jérôme, on est dans une situation où on met en avant le dossier des prisonniers. Enfin, il arrive comme ça avec cette décision de la Cour d'appel. Quand on se met dans une situation pareille, comment on sort de la nasse ? Ça, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas comment on sort de la nasse. Moi, je pense qu'il faut maintenir le dialogue à un moment donné. Alors, et là, il faut que ce soit... ça va se réapaiser, même s'il y a quelques organisations étudiantes qui mettent un peu la pression. Mais il n'y a que par le dialogue que ça peut continuer. Après, parole présidentielle... Je pense que c'est prématuré, très clairement. Alors justement, je voulais poser cette question-là par rapport aux demandes pressantes. Le premier qui en a parlé, d'ailleurs, c'est Darmanin lui-même à la précédente réunion. Il a évoqué une prise de position du président de la République. On a l'impression que ça va intervenir bien plus tard. Moi, je pense que c'est il doit faire la synthèse. Mais d'avoir mis ça sur le tapis dès maintenant, à la conclusion du processus. Voilà, à la conclusion, peut-être pas, parce que quand il y a des blocages, qui peut débloquer aujourd'hui ? Oui, mais encore une fois, les blocages, on en appelle au président de la République, encore une fois, on lève le doigt pour dire... Peut-être parce qu'il y a des blocages aussi même au sein de l'État.
C'est-à-dire que tous les secteurs ne sont pas d'accord pour poursuivre une discussion avec la majorité. Darmanin, il a été mandaté quand même. Il a été mandaté, Darmanin, pour donner les discussions. Donc il n'y a pas de blocage. Peut-être une réaffirmation de ce mandat. Il y a surtout les termes du contrat qui sont biaisés tout de suite. Et puis surtout, on ne les a pas tous mis sur la table. On parlait des prisonniers. Encore une fois, soit on considère que c'est un préalable. À ce moment-là, on le dit, on l'assume jusqu'au bout. Mais il faut bien être conscient que des décisions négatives à propos du dossier Ferrandi-Alessandri, il y en aura encore beaucoup d'autres. Donc, soit ils vont se prononcer beaucoup plus tard. Mais bien sûr, en plus, ils vont se prononcer beaucoup plus tard. Donc, soit on considère que c'est un préalable. À mon sens, ce serait une erreur. Toute négociation sérieuse, à un moment donné, les dossiers les plus chauds, les plus importants, les plus qui concentrent le plus de tension, il vaut mieux les aborder à la fin. On l'a assez dit ici. C'est quand même une curieuse méthode que ce processus. Soit on considère qu'on négocie à la fin les dossiers les plus importants, et à ce moment-là, on le dit et on arrête parce que c'est normal que les jeunes se mobilisent et c'est normal que qu'ils en appellent à plus de clarté. C'est tout à fait normal parce que rien n'est clair sur la route n'est pas tracée et les termes, encore une fois, des discussions ne sont pas clairs. Mais je pense que c'est à l'exécutif. Et c'est tout l'enjeu des discussions. À un moment donné, d'être clair là-dessus. C'est tout l'enjeu des discussions, c'est de mettre du contenu. Parce qu'en fait, toutes les réunions qui sont programmées, elles sont thématiques. Là, ça devait être autour de l'eau, de l'énergie. Et puis, donc l'idée, c'est de faire du contenu, d'avoir un projet. Oui. Et là, le président de la République, il peut commencer à prendre la parole. Mais je ne le vois pas dire maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Sauf que là, il y a une situation de blocage. Il va dire, les amis, il faut parler. Il y a quelqu'un qui est bien obligé d'intervenir. Blocage, mais bon, Emmanuel Macron est occupé sur d'autres fronts. Par exemple, il participe à la COP, la communauté, ou la CPE, pardon, la communauté. On parlait ça à la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine, je le vois mal. On en appelle aux maîtres d'école pour pacifier la fin de la régulation. Enfin, ceci dit, il s'occupe de régler le chauffage des habitants. Mais dans l'esprit de Gérald Darmanin, quand il parlait d'Emmanuel Macron, c'est surtout au terme du processus, validé ou pas. D'abord par le président de la République et ensuite, pourquoi pas, les Corses. Non, mais si on considère qu'il y a des préalables à ces discussions après 50 ans de tensions extrêmes, je pense que c'est une erreur. Il y a aussi autre chose par rapport à la positionnement des organisations de jeunes, qui est quand même assez virulent à l'égard de Femagoursk. C'est le fait aussi que la majorité territoriale, c'est-à-dire qu'au début, lorsque le processus a été annoncé, il a été question d'une grande réunion, de grande concertation, d'associer tout le monde à des degrés divers. Et visiblement, il n'y a eu ni réunion, ni concertation, ni quoi que ce soit avec les associations des jeunes. D'ailleurs, les jeunes que j'ai eus cette semaine, les représentants de ces organisations appellent à recréer le collectif. Vous vous souvenez, ce collectif qui se réunissait à Corté avant chaque manif, qui réunissait donc les étudiants, la société civile et surtout les élus de tous bords. Après, je ne sais pas si ça va permettre... La majorité avait été malmenée, d'ailleurs. La majorité avait été malmenée et continue d'être malmenée. Le communiqué des 4 organisations parle de soumission. Oui, un communiqué très dur. Il y a un peu de politique interne aussi. Oui. Non et tout ça. Oui. Non, mais bien sûr. Non, mais il y a des rapports de force internes à la famille nationaliste. Mais alors, la difficulté aussi, on a entendu Gilles Sylvian, il parle de la réunion de la délégation corse. Ça fait quelques jours qu'on en parle. Mais même ça, on a du mal à organiser cette réunion. Parce que ça pour le vendredi après-midi. C'était prévu ce vendredi, mais a priori, je n'ai pas eu confirmation. Là aussi, il est évident qu'il faut regrouper tout le monde autour de la table, tous les représentants de la Corse, dans le cadre de ces discussions, c'est évident. Mais il faut arrêter de poursuivre cette chimère, qu'on va tomber d'accord, surtout qu'on va être ensemble d'accord que la droite, les nationalistes qui sont divisés aujourd'hui, vont être d'accord sur les dossiers et sur les termes des discussions. Alors déjà, s'ils se mettent d'accord pour savoir on poursuit le dialogue, on ne le poursuit pas, c'est déjà pas mal. Oui, mais que pour l'instant, on n'a pas ce consensus-là. On n'a pas ce consensus-là. Mais avant de savoir si on poursuit le dialogue ou pas, il faut clarifier les termes des discussions en disant... cette question des prisonniers, il faut la régler. Est-ce qu'on considère que c'est un préalable ou pas ? Cette question-là, il faut la trancher.
Et on la règle à la fin, on la règle maintenant. Qui aura le courage de dire, je pense à la majorité territoriale, qui aura le courage de dire on ne subordonne pas l'issue de ce processus qui censément engage l'avenir de la Corse sur plusieurs décennies, on ne le lie pas à des décisions judiciaires. Non, mais... Qui va avoir le courage de le dire? Oui, mais le problème, c'est que où est l'alternative? Compte tenu de la pression de la base militante et des jeunes. On peut dire ça, ou on peut dire le point final des discussions sur la Corse, ce sera le règlement de la question des prisonniers. On peut le dire, ça. En revanche, maintenant, ne pas s'enfermer maintenant. Sauf qu'entre-temps, il y a Pierre Alessandre et Alain Ferrand qui sont en prison depuis 23 ans. Bien sûr. Non, mais, et l'issue du processus, ça peut être dans un an ou dans 2 ans. Où est l'alternative? Si vous discutez plus, où est l'alternative? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait du dialogue. Après, il y a un truc qu'il faut faire attention à ne pas être contre-productif, parce que quand on a des gens qui commencent à dire on participe plus aux discussions, Darmanin, c'est du pain béni pour lui. C'est-à-dire que la première fois, la première réunion, je me souviens quand même où il a tout de suite souligné le fait que Jean-Christophe Angelini n'était pas venu, et que lui, il va dire et les enfants, vous êtes divisés, mettez-vous d'accord et après on discute. Il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. L'idéal serait de mener les deux choses de front, poursuivre les discussions et faire monter aussi la pression pour obtenir la libération. Bien sûr. Quand on discute en général, on a aussi quelques biscuits pour faire pression, mais là, visiblement, c'est pas le cas. Donc, la situation des prisonniers est scandaleuse. Maintenant, il faut être clair sur les termes de la discussion. Pour ça, pour le coup, il y a consensus de ce côté-ci. Exactement. Est-ce que le problème aussi fait que c'est la faiblesse de la représentation politique corse? Parce que vous avez quand même une partie, la gauche est complètement absente, puisqu'elle n'est pas représentée à l'Assemblée. La droite, on n'en parle pas, mais elle est profondément divisée, y compris sur le dossier, et puis elle pèse beaucoup moins qu'elle ne pesait il y a quelques années. Est-ce que quand on avait Matignon, on avait toutes les forces politiques, il y avait tout le panel. Aujourd'hui, il manque. Donc au niveau de la réflexion aussi, ça manque. Est-ce qu'on est aussi dans une situation aujourd'hui, ça explique cette situation? Moi, j'ajouterais que le problème aussi vient du fait qu'on a une majorité territoriale qui se comporte souvent comme une force, pas d'opposition, mais en tout cas comme une force militante, qui est très liée à sa base militante, et notamment aux jeunes, et on a du mal à se frayer un chemin entre l'intérêt général et puis la pression de la base militante qui pousse. Moi, je pense, pour rejoindre ce que dit Patrick, je pense aussi que, encore une fois, la majorité n'est pas claire avec sa base militante. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Je me suis mal exprimé, c'est un peu ce que vous voulez dire. Oui. Elle n'est pas claire. Elle ne dit pas voilà le chemin que nous allons tracer. Je ne sais pas si c'est avec sa base militante ou si c'est avec l'ensemble du mouvement nationaliste. La base militante aujourd'hui, elle a muté. C'est vrai aussi. C'est pas un parti de militants. Mais avec les partenaires nationalistes, certes il y a des tensions et certes il y a des jeux de pouvoir, mais de dire voilà ce que nous allons faire et voilà ce que nous allons porter. Alors, elle ne le dit pas. On arrête sur le sujet, je suis désolé, parce que sinon on ne va plus avoir le temps de parler d'autre chose, ni à Ostrasberg. Alors cette semaine, deuxième thème de débat, c'est cette opération de la police judiciaire sous l'égide de la GIRS de Marseille, des perquisitions, des saisies de documents, de matériel informatique dans les services de la mairie d'Ajaccio, ainsi que dans ceux de la CAPA. La GIRS est spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme. Ça signifie que la mairie d'Ajaccio, la CAPA, pourrait être sous l'emprise ou sous la pression de cette mafia? Lorsque l'on sait la puissance qu'a le grand banditisme à Ajaccio et la mafia à Ajaccio, on ne s'étonne pas de son intrusion dans certains dossiers d'urbanisme, en lien aussi également avec les ressources humaines des embauches, des différentes collectivités locales. On ne doit pas s'étonner de ce fait-là. Le combattre, certes, évidemment, on ne doit pas s'en étonner. Et effectivement, avec les intérêts considérables économiques que représente aujourd'hui la plus grande ville de Corse, il est certain qu'on retrouve l'emprise des bandes mafieuses, et d'une en particulier, dans les dossiers les plus saillants de la municipalité. Laurent Marcange a toujours démenti toute forme de pression à son égard. Oui. Bon, après, quand on lit le communiqué, on parle de vérification pour le moment. Alors, effectivement... C'est la première étape, ça. Bien sûr. Oui, mais même la police dit on a vérifié, on fait des vérifications. Il faut attendre les investigations avant d'affirmer des choses. Après, des perquisitions, le monde politique, le milieu mafieux, il y a eu des perquisitions à la région, il y a des perquisitions au vestiaire.
c'est quelque chose de... C'est presque, j'allais dire, naturel et plutôt sain qu'à un moment donné, il y ait des contrôles et des choses qui se fassent. Pour l'instant, on est au stade des vérifications. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, et je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il peut y avoir des suspicions, évidemment. Oui, je resterai prudent, hein, comme Jérôme. Ouais. D'ailleurs, du côté de la municipalité d'Ajaccio et de l'ACAPA, on dit que pour l'instant, les enquêteurs se contentent de fermer des portes et ils nient toute pression. Hein. Laurent Marcange, il l'avait dit sur notre plateau et dans nos studios. Non, les pressions, elles existent. Mais les pressions sont avérées. On peut imaginer. Est-ce que ça s'est concrétisé? Voilà, c'est ça. J'avais pas terminé mon propos. Bon, cela dit, c'est un discours convenu, parce que personne en Corse n'a jamais avoué avoir reçu des pressions, ou très 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 rarement. Hein. Donc, et on imagine bien que les pressions existent réellement, quand on sait, vous l'avez dit, l'importance du grand banditisme, notamment sur Ajaccio, et ces perquisitions renvoient quelques jours après à l'article de Jacques Folleroux dans Le Monde, L'ombre du petit bar. Jacques Folleroux qui sera le prochain invité de Contraste, je le précise. Allez, on en arrive à la dernière partie de l'émission avec notre rubrique Azerga. Alors, qu'est-ce qui va provoquer votre colère cette semaine, dis-le. Cette hypocrisie de la classe politique nationale en général, et plus particulièrement de LFI. On combat, on est de tout cœur avec les jeunes iraniennes qui se battent pour leur liberté et pour pour leur liberté, pour le non-port du voile, etc. Et on mène un tout autre combat ici en France. Avec des positions qui, encore une fois, relèvent de l'hypocrisie et de l'inconstance, en tout cas idéologique. Voilà, je trouve ça dommage. Parler de ce gaucho-islamisme, c'est ça? Aussi. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, on va dire en tout cas, ce sont des termes aujourd'hui que l'on colle comme des étiquettes, mais en tout cas, cette inconstance idéologique dans les combats que l'on mène. Patrick? Alors moi aussi, c'est l'hypocrisie que je voudrais souligner, c'est mon coup de gueule de la semaine, mais alors pas par rapport à ce qui se passe en Iran, mais par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, hein, qui est condamnable à bien des égards écologiques, au regard des droits de l'homme, de la condition humaine. Mais cela dit, quand j'ai vu cette semaine la municipalité de Lille dans un premier temps, ensuite Marseille, Bordeaux, et même Paris, dont le club appartient au Qatar, dire... Une bonne partie de la ville aussi. On va boycotter cette Coupe du Monde alors qu'on est à un peu plus d'un mois du début et qu'elle a été attribuée, vous savez quand ? Le 2 décembre 2010, il y a 12 ans. Alors, on s'achète une bonne conscience. Il y a eu des polémiques quand même à l'époque. Très peu de polémiques. Je vois aussi, il y a quelques personnalités, toujours les mêmes, Vincent Lindon, qui s'indignent, etc. Que ne l'ont-ils pas fait avant? Maintenant, c'est difficile. Il y a 12 ans, maintenant c'est difficile. Et entre-temps, on va avoir les Jeux d'hiver d'Asie qui vont se dérouler en Amérique du Sud. Et pourquoi pas en 2030, la Convention... En Arabie Saoudite aussi. En Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. Et pourquoi pas en 2030, la Convention des droits de l'homme en Corée du Nord, hein, puisqu'on y est. Jérôme, vous qui finissez en beauté. Aujourd'hui, c'est la mobilisation générale. Le gouvernement, après avoir parlé de l'état de guerre pendant le Covid, parle de mobilisation générale. On nous explique qu'il va falloir se mettre à 19 degrés, qu'il faut manger 6 fruits et légumes par jour, qu'il faut faire du covoiturage. Bon, ça devient un peu usant et moi j'ai envie de vivre normalement. Voilà, ça devient... Faut qu'ils arrêtent, quoi. Bon, eh bien, c'est ainsi que se termine notre émission. Ringraziabi cari amici di questa partecipazione. Prossimo appuntamento settimana che viene, lo stesso luogo, lo stesso intanto ritrovata da Marianne Romane per questo nudiziale. Buonasera e buona settimana a tutti.